Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Ce soir, nous allons faire comme à Suite FM. Nous allons continuer toujours dans la même lancée sur le culte de la méditation face à une pandémie. Et pour ceux, comme d'habitude, le professeur Emmanuel Lipote, qui est le concepteur de cette émission, est là pour nous en dire plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal International. Voilà. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, professeur? On va parler du karma. On va, dans la chronique de ce soir, il y aura le karma, le sens spirituel et la pandémie en première partie. Et la deuxième partie, ça sera un karma négatif de plus en préparation avec ce qui se passe dehors. Voilà. D'accord. Sans plus tarder, nous allons marquer le premier stop qui porte sur le karma, le sens spirituel et la pandémie. L'occulté de la méditation face à une pandémie, 22e partie. Le karma, le sens spirituel et la pandémie. Parlons à présent du karma dans le cadre de la méditation et même de la spiritualité à l'heure d'une pandémie. Il est intéressant de savoir que le domaine spirituel est plus déterminant pour la sauvegarde du bien-être de l'humanité, comme pour dire que c'est seulement par la spiritualité que toute existence trouve un sens dans la vie. Voyons ce que c'est que le karma. Il y a des karmas individuels, familial et celui de la masse populaire, voire collectif. Souvent, le karma dont on parle le plus est celui qui est quasiment négatif. Le karma positif ne se fait pas parler de lui. Dans la situation d'une épidémie ou pandémie, il faut voir la chose du côté de nos actes, tant positifs que négatifs, à savoir voir comment se déroule le mécanisme des vibrations, faisant de l'homme un averti, comme ça se dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. Autrement dit, tout ce que nous posons comme actes, bons ou mauvais, retourne pour ou contre nous. Parlant des maladies par exemple, le fait de les attaquer avec des produits toxiques, ce qui crée les cancers, des insuffisances rénales, etc. Dans le cas des produits tels que le vaccin, qui devrait être administré qu'à des personnes dont il est prouvé que leur immunité nécessite d'être renforcée. La chose devrait se faire au cas par cas pour ne pas détruire l'immunité naturelle existante chez chaque individu. Chez le bébé, par exemple, le vaccin devrait être envisagé que lorsque son système immunitaire lui est déjà acquis, c'est-à-dire lorsqu'il ne dépend plus de sa mère, tant du côté de l'allaitement qu'en d'autres circonstances, voire lorsqu'il est devenu véritablement enfant. Cependant, les soi-disant scientifiques ne comprennent pas assez de choses par rapport à tout cela. Ce qui vaut la peine chez eux, c'est la logique du business. Résultat, l'excès de médicaments, vaccins et autres produits artificiels de médecine sont un ensemble de substances mettant en danger le système immunitaire de tout un chacun. Ce qui fait que l'organisme de tous ceux qui en sont concernés sont exposés à toutes sortes d'infections allant d'une simple épidémie à une pandémie. Étant donné que c'est un grand nombre de gens qu'on médicalise ou vaccine le plus souvent partout dans le monde entier, ce n'est que normal que la réponse pandémique se généralise à tous les niveaux. Du point de vue métaphysique, ni la prière ni la méditation ne peut aider à refaire l'immunité des personnes concernées. Ce qui laisse comprendre que la spiritualité est chose mal comprise et que notre monde d'aujourd'hui est à reconstruire dans son ensemble. Toutefois, les ouvertures en matière initiatique demeurent. Il est donc à retenir que pour parvenir à mener une vie spirituelle engagée, cela se fait individuellement. Il y a lieu de savoir qu'entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire et que c'est lorsque le disciple est prêt que le maître se présente. De retour sur ce plateau du monde inconnu. Rebonsoir, professeur. Bonsoir.
Georgette Mbomé. Voilà. D'accord. Alors, puisqu'on parle de karma ce soir, peut-on dire que tout ce qui arrive dans le monde entier, en ce moment, je veux parler de la pandémie qui sévit, le Covid-19, toutes ces personnes qui décèdent, est-ce qu'ils ont un même karma? Bon, alors, disons qu'ils ont la même réponse karmique. Bon, C'est-à-dire? sauf si c'est que on confond les malades de Covid aux malades classiques. Parce que si le problème des morts des hôpitaux va dans une confusion, parce que il y a eu toujours des décès, et les morgues sont toujours pleines à tout moment. On rencontre toujours chaque fin de semaine les gens qui sont en train d'élever leur corps, bon, pour aller les enterrer. Donc il n'y a pas il n'y a jamais eu de jour où il n'y a pas de décès dans un pays. Et encore que il y a même des épidémies à tout moment. Par exemple, en Europe, il y a les épidémies de grippe à tout moment. Et puis, ça fait même plus de morts que ce qu'il y a dehors là maintenant. Mais sauf que ce qui se passe lorsque c'est officialisé, parce que quand les gens meurent et qu'on ne sait même pas qu'il y a des morts, parce que la mort, ce n'est pas une histoire de publicité, pour dire que les ministères de la Santé seront là à tout moment, dire qu'il y a tel nombre de morts de diabète, ou bien d'hypertension, ou tel nombre d'AVC, ou des personnes qui ont des cancers, on n'en parlait pas. Bon, maintenant on en parle. On parlait de la situation qui sévit dehors là maintenant, parce que c'est une situation qui est classée comme étant une pandémie. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça, pour répondre à ta question, est-ce que c'est un karma collectif? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un karma collectif? Prenons déjà les gens qui prennent un bus pour aller d'un point à l'autre. Nous sommes à Douala. Des personnes prennent un gros porteur pour plus de 100 personnes. Par exemple, la voiture est bien pleine et puis se dirige vers Yaoundé. Alors là, c'est la destination finale et puis c'est un bus qui assure un voyage express. Ça veut dire donc que tous ceux qui sont dans le bus sont censés ne pas descendre en route parce que ça ne fait pas des escales. Résultat, à un point du parcours, le bus fait un accident. Oui. Alors cet accident, on constate que tout le monde est décédé. Prenons le cas d'extrême, tout le monde est mort. Alors ça veut dire que tous ces gens, c'est tout le monde là, donc tous ces gens-là ont eu la même réponse karmique. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet de hasard. Parce que souvent, dans ce genre de situation, il y en a qui devraient prendre ces bus. Ils ont payé leur billet. Mais en dernière minute, ils disent qu'ils ne voyagent plus. Ou bien qu'ils vont voyager après. Bon, la raison qui les amène à ne pas voyager est que il faut qu'ils attendent un peu, ils ne veulent pas arriver tôt. Bon, alors, cette raison, la personne elle-même ne comprend pas d'où ça lui sort de décider en dernière minute de ne pas aller tout de suite et céder son bien à une autre personne qui s'avère pressée. Et quelque temps après, en prenant le second bus ou bien le bus suivant, constate que le bus qu'il a refusé de prendre, il n'y a que des cadavres sur la planche. Alors donc, lui, il n'était pas dans la même réponse karmique. C'est pourquoi il a eu une signalisation au niveau de son cœur. Parce qu'en fait, là, en ces temps-là, ce n'est pas le cerveau qui joue. Le cerveau joue dans ce sens que j'ai décidé de voyager à telle heure. Et je suis déjà avec mon biais. Et qu'est-ce qu'il y a encore à tergiverser? Ça, c'est le cerveau là. Par contre, le cœur va te dire, non, tu ne voyages pas, tu attends. Et celui qui écoute son cœur peut être écarté d'un accident, surtout et surtout si il n'a pas la même réponse karmique que les autres. Voilà une réponse karmique. Une autre réponse karmique, les pays africains. Nous avons été colonisés.
presque de la même manière. C'est vrai, nous, le Cameroun parle l'Allemagne. Bon, mais la France est venue, la tutelle qu'elle a eue, on s'est retrouvé dans la colonisation finalement. Au point où aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre nous et les autres pays du précaré français qui sont aussi des anciens colonies de la France. Nous avons la même réponse karmique. Alors, pourquoi on peut donc dire que en cas de maladie, les gens ont la même réponse karmique? Simplement parce que les gens ont les mêmes comportements, du nord au sud, du sud à l'ouest, au jour, c'est-à-dire de nos jours. En Afrique, on a besoin d'imiter les Blancs. On a besoin de manger européen. On a besoin de se soigner comme eux. Surtout qu'on nous interdit de nous soigner par nos propres moyens. Parce que les soins qu'on fait dans les quartiers, si l'État ne regarde pas ça, c'est parce que l'État ne peut pas contenir tout le malade. Sinon, que ailleurs, vous n'aviez pas droit de donner des soins aux gens, auquel cas vous êtes en concurrence déloyale. Alors, quand on met dans des paramètres tels que la concurrence, il y a le clientélisme. Quand il y a le clientélisme, dans le domaine de la santé, l'assistance à personne en danger fout les camps. Parce que là, quand quelqu'un n'est pas en danger, le médecin va vivre comment? Il faut qu'il soit en danger. Et qu'il soit même bien en danger pour qu'on le torpille bien. Parce qu'il y a des cas où quelqu'un voit qu'on ne s'occupe pas de sa femme, par exemple, et vient proposer de l'argent à part au médecin. Comme pour dire, je suis prêt à tout payer, pardon, sauf ma femme. Alors que celui à qui il donne l'argent n'a pas de médicaments propres à lui. Il utilise des moyens qui sont mis à sa disposition et qui, dans l'environnement dans lequel il dépense tout son argent bêtement, ce dernier n'a rien à lui donner. Puisque, en fait, c'est parce que lui, il réfléchissait que dans ces cas-ci, les produits que je dois prescrire ne sont pas en vente au Cameroun, par exemple, c'est en vente en France. Comment je vais faire? Tu le vois tergiverser, tu crois qu'il le fait exprès ou bien il n'est pas en train de vouloir s'assumer parce que la prise en charge est plus ou moins obligatoire pour les médecins. Alors, mais lui, il réfléchit encore qu'il va faire comment avec ces cas-ci. Pendant ce temps, toi, tu es en train de lui dire, je suis prêt à te donner tout. Il prend de l'argent. Si ta femme meurt, ce n'est pas lui. Il n'y avait pas de médicaments. Alors, c'est donc un problème d'une situation où nous nous sommes mis dans un environnement où nous partageons le même karma. Si vous buvez des produits qui ailleurs on ne les boit pas, parce que ça peut tuer, et que nous, comme l'Afrique, a la peau dure, c'est-à-dire on nous fait boire n'importe quoi, non, on meurt pas. Parce qu'il fallait qu'il y ait Covid pour qu'on sache que la chloroquine tue. Sinon, bon, mais maintenant, il y a un problème. Oui. Donc le karma, c'est le collectif, tout le monde on les vaccine. Lorsqu'on vaccine une personne, on diminue son immunité, on diminue son taux, c'est-à-dire son immunité naturelle. On suppose que lorsqu'on se blesse, on guérit par soi-même, sans avoir besoin de médicaments, sans pansement, sans rien. Pour le peu que vous vous blessez, et que vous n'avez pas coupé les veines, mais la blessure est quand même profonde, vous mettez ça à l'abri de la poussière, à l'abri des mouches et tout, et que vous n'avez pas des problèmes de dégradation immunitaire qui passent par le dysfonctionnement, du moins, qui passe par la dégradation du taux de vitalité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on entretient? J'ai toujours dit ça dans cette émission. De la naissance aujourd'hui, c'est le souffle de vie qui est entré en nous qu'il faut entretenir. Alors, s'il y a une dégradation par rapport à cette énergie vitale, même le système immunitaire ne pourra plus bien fonctionner. Alors, cette dégradation peut donc arriver par le biais de choses qu'on mange, de ce qu'on boit,
de médicaments qu'on utilise parce qu'un médicament n'en vaut pas un remède. Un remède, c'est un produit naturel, bio, dégradable par le corps et qui, en quelque sorte, régule le dysfonctionnement de l'organisme. Alors qu'un médicament, ça attaque quelques malaises, quelques douleurs et tout, qui seront anesthésiés. Hein. Bon, ça peut être un sédatif, ça peut être un calmant, un antalgique, ça peut être une morphine. Alors tout cela, ça n'agit pas à la faveur du système immunitaire. Ça agit à la faveur du langage des cellules à la zone précise qu'il faille faire taire. Voilà. Il faille faire taire. Voilà. D'accord. Parlant du voyage au village, professeur, quand on allait passer les vacances, alors au moment de rentrer, la grand-mère, quand elle accompagnait, elle allait toujours à côté, si vous voulez, d'un coin de la rue, et cueille une herbe. Alors, qu'elle remet, et elle dit, voilà, cette herbe, ça va vous protéger. Même s'il y a un accident, ça va, voilà, vous allez sortir indemne. Vous croyez à cela? Oui, mais là, il y a un côté occulte de tout ce que Dieu a créé. Les pierres ont un côté occulte. Dans la géologie métaphysique, les études métaphysiques du domaine géologique ont prouvé qu'il y a toujours une double dimension de tout ce qui existe. Autant l'homme a une double dimension. La double dimension de l'homme commence d'abord par le fait que le souffle de vie, on ne sait pas où ça se pose. On sait seulement que le cœur bat, les poumons fonctionnent et le système cérébral est là pour répondre. C'est tout. Mais si on demande à quelqu'un, quand le souffle de vie est entré à son bébé, on demande à un médecin que quand tu as accouché la femme là, celle dont le bébé a pu respirer, parce que tu as accouché peut-être une dizaine de femmes, peut-être 2 dedans, il y a eu de morts-nés, et les autres, c'était des nés, donc des bébés. Alors, où les soufflets de vie, ces enfants, ont allé se loger? Personne ne sait. Alors, c'est là la limite de la science. Bon, parce que c'est une science appliquée. Et ça s'applique seulement sur des choses qu'on touche, qu'on palpe. Alors que la science est au-delà de ce qu'on touche et de ce qu'on palpe. Parce que l'univers est toute une science. Hein? Et dans cette ampleur de recherche à faire, on ne peut pas se limiter sur ce qu'on voit. Alors qu'il existe au-delà de ce qu'on voit d'autres choses. Parce qu'il fallait beaucoup d'années pour qu'on accepte que le sang circule, puisqu'on ne le voyait pas circuler. Il fallait beaucoup d'années pour que, d'ailleurs des siècles, parce que pour ce qui est du sang, du 2e heure de notre siècle avec Galien, jusqu'au 17e siècle, qu'on a compris que maintenant, mais c'était des siècles. Et on a même tué des gens qui osaient dire que le sang circulait. Bon, c'est la même chose, la grand-mère dont il est question, à la connaissance scientifique des vibrations de ce qui existe autour d'elle, ou alors autour de nous, de par une transmission initiatique. Parce que l'Afrique a perdu, parce que quand l'Église est venue, il faut bien le marteler. On a dit partout, dans tous les villages, que si on touche les herbes, c'est diabolique. Parce que partout où il y avait une chapelle, il y avait une école primaire et il y avait un dispensaire. Alors c'est comme ça que les Blancs ont quadrillé l'Afrique. Alors aujourd'hui, on critique les Africains de tout, c'est-à-dire de manière à se poser la question que c'est la même qui critique. Parce que en fait, il y a 2 formes de critique. Il y a la critique qui vient des autres qui ne connaissent pas l'Afrique. Et un journaliste qui, par exemple en France, il lit les dépêches et il lit la voix officielle de Quai d'Orsay, bon, qui dit, dites que l'Afrique, c'est les sauvages. Bon, c'est pourquoi on parle là-bas les aider. Oui. Entre-temps, on détourne les fonds là-bas, qu'on ne déverse même pas en Afrique, et certains Français se posent la question que m'attend. Pourquoi aider toujours ces gens-là? Alors donc, il faut
dire qu'il faut diaboliser l'Africain. Alors, finalement, ce qui écoute aussi de notre côté, comme aujourd'hui, avec les câbles, tu peux suivre les autres télés qui viennent d'ailleurs. Oui. Alors, mais surtout les télés officielles, parce que il y a des télés qui, quelque part, on ne les a pas ici. D'abord, il faut avoir des connexions qui puissent faire à ce que tu les suives, qui peuvent dire des choses assez sérieuses, parce que les gens qui travaillent dans ces télés font des investigations, essayent de voir quelle est la différence de ce qui est officiel et de ce qui est officiel. Bon, alors, concernant notre continent ou concernant tous les autres continents, résultat, nous avons donc un karma qui voudrait que, pour le moment, nous subissons. Et on va essayer ainsi y aller jusqu'au moment où on va purger notre karma. Et ces karmas, comme ça dépend des autres, lorsqu'ils ont des problèmes, nous avons des problèmes parce que, en fait, ils ne sont pas indemnes, ils ne sont pas propres, ils ne font pas des choses sérieuses par rapport à l'humanité. C'est des impérialistes, c'est des personnes qui ont une base de fonctionnement sur l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavagisme intellectuel, religieux et toute forme d'asservissement, c'est eux. Voilà. D'accord. Donc, vous recommandez cette herbe à ces personnes qui vont au village. D'accord. Alors, comment faire le deuil d'un notable sans aucune forme de rite dans la situation actuelle où nous sommes, professeur? Alors, mais la situation actuelle est assez compliquée. Parce que certaines personnes, là, vraiment, je vais dire des choses dans tous les sens, là, ont constaté qu'on ne les donnait pas les corps. D'autres démarches. Ils se retrouvent avec un corps qui a été touché. C'est-à-dire quoi toucher, professeur? Mais non, mais un corps, quand on meurt, il faut qu'on trouve toutes les parties du corps. Parce que, encore en période d'épidémie, je ne sais pas si on va prélever certaines parties du corps pour aller faire des analyses, peut-être. On ne sait jamais. Bon. Mais là, ça doit rester quelque chose comme pour dire que la famille reste quand même la famille. Bon, mais avec le confinement, on pense que ce n'est pas normal que le corps soit remis à des propriétaires de corps, c'est-à-dire à la famille. Maintenant, si vous êtes donc un chef, comme le cas du Manu Dibango, on t'enterre de manière anonyme, comme pour dire que tu as été enterré dans un cadre strictement familial. Oui, mais... Ça ressemble à quelque chose qui s'impose à nous. Parce que, en fait, l'Afrique a ses traditions. Il faut que les gens qui viennent nous donner des leçons, qui partent de tous bords, ces Européens-là, et ceux de ce monde occidental nouveau, comprennent qu'il faut respecter les traditions, les cultures et les valeurs humaines des gens. Mais nous sommes des cafards. Qu'est-ce qu'un chimpanzé peut faire si on veut couper l'arbre qui est l'abri de sa famille? Et c'est la même chose. Qu'est-ce que l'Africain peut faire si on veut prendre de nos produits du sol et du sous-sol? Pas des gens qui sont pauvres, mais qui se prévalent riches parce qu'ils ont l'armement. Oui. On ne peut rien faire. Mais maintenant, nous, on parle métaphysique. Dans le cadre de la métaphysique, il n'y a personne qui est grand à dépasser l'autre. Il n'y a personne. Il y a les gens qui se sont rendus petits. Tant pis pour eux. Jean-Baptiste, lorsqu'on programme sa mort, il dit, on va me couper la tête, mais on ne va pas me tuer. Alors, ça veut dire quelque chose, parce que les gens lisent la Bible et ne comprennent pas trop certaines choses. Oui, mais d'accord, comment faire le deuil d'un notable, professeur? Non, on ne peut rien faire. Comment faire le rite? Non, on ne peut pas faire des rites lorsque le corps est confisqué. Sinon, ça sera des rites symboliques. Bon, parce que, moi je parlais à un autre niveau, moi je suis du côté de Bassa. Oui.
quand une personne, un patriarche mourait, parce que notable chez nous, bon, c'est un peu d'une autre dimension. Mais quand un patriarche mourait, on ne voyait pas son corps. On l'enterrait avec d'autres patriarches qui avaient le pouvoir. Parce que ne voit pas un corps, n'importe qui. Parce qu'il y a dans certaines traditions, les enfants ne voient pas les cadavres. Mais comme nous sommes déjà modernisés, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle moderne, ou la modernisation, Dieu reste une énigme. Quand on le modernise, je vois. Donc la nature reste une énigme. Et dans la nature, il y a des circonstances comme le deuil qui font partie de l'énigme. Il serait donc de bon ton qu'on continue à donner de la valeur spirituelle, de la valeur culturelle, de la valeur clanique, qui tient compte de la manière de respecter les morts. On a banalisé tout cela, c'est devenu des mécanismes festifs et de quoi pavaner avec des vestes, des habits noirs, avec des coiffures pas possibles, et des paires de chaussures, jusqu'aux personnes concernées, les concernés directs des corps. Alors, donc là, il y a un problème. Mais quelques années plus tard, quand il y a des rites à faire, comment ça se passe? Vu qu'on n'a pas le corps, on n'a pas de crâne, comment on fait? Ah non, mais là, il faut que tu comprennes que j'ai déjà répondu à cette question. Parce que j'ai dit que c'est le manque de respect dans tous les aspects. C'est une manière d'imposer une façon de faire les choses. Oui. C'est ce que moi j'entends par pensée unique. C'est-à-dire, si quelqu'un vient dans votre pays, avant, le pouvoir était décentralisé. Avec la colonisation, le pouvoir est centralisé. C'est-à-dire, on parlait de la capitale, et la capitale va donc émietter un peu le pouvoir, donner ça au Premier ministre, un peu de pouvoir à tel ministre, après au gouverneur, après jusqu'au chef de quartier. C'est la capitale qui décide comment les attributions de chacun doivent fonctionner. Mais ce n'était pas ça avant. Et cette méthode-là ne permet pas à ce que les gens vivent normalement. On vit sous la pression. On est des esclaves d'un système. Parce que vivre normalement veut dire vivre votre environnement culturel, votre environnement, disons, comment, je parle, anthropologique, votre environnement sociologique. C'est ça, vivre normalement. Parce que là, vous n'êtes pas déchouché de vos forces cosmiques. Tout est en place et ça s'est fait comme ça se faisait au temps de vos ancêtres. Bon, mais aujourd'hui, nos ancêtres ne nous servent à rien. C'est Jésus-Christ, c'est Allah qui sont devenus nos ancêtres. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons continuer avec la deuxième chronique qui porte sur un karma négatif de plus en préparation. Un karma de plus en préparation. Pour avoir rien compris de la vie, en temps d'épidémie, chaque personne ou groupe de personnes fait tout pour en tirer son épingle de jeu. Pas forcément des pensées positives et véritablement humanitaires, mais celles de la méfiance, du rejet de l'autre, des discriminations par distanciation, créant une sorte de psychose collective et méprisante. D'aucuns versent dans un commerce des objets de toute nature pendant que d'autres en profitent pour bien ravitailler leur boutique de pièces de rechange en organes humains, sortant fraîchement des vivants de facto déclarés morts aussitôt que le forfait opéré. En principe, l'aspect fondamental qui gangrène notre société est bel et bien la méconnaissance des lois de la nature qui régissent véritablement nos vies. De l'individualisme au communautarisme, toute une histoire virale s'y cache. Bien entendu, si le virus est l'homme prédateur, l'impérialiste, l'histoire des virus étant
un conte de fées, des scientifiques de leur science qui se pratiquent sans le moindre humanisme et dans le total mépris des lois de la nature, on dirait sans la crainte des forces cosmiques, oui, pourquoi ne pas dire simplement sans la crainte de Dieu. Plutôt, nous assistons là à l'histoire de prédation, celle des dirigeants de notre planète qui très souvent ont leur manière de définir la science. Ils ont fait d'une partie de la science, autrement dit la science classique ou appliquée, comme si celle-ci est digne d'être considérée comme étant la science totale ou globale. Peut-être ils ignorent que tout le monde commence à comprendre qu'ils sont dans le registre d'un jeu de dupes. Ils défendent et sauvegardent leurs manquements et mensonges sous forme de la pensée unique, baptisée parfois à tort ou à raison, normes scientifiques. Sans doute, ils croient que, comme ils marchent de la tête les pieds en haut, qu'idem toutes les populations du monde devraient ainsi marcher, quitte à les éloigner définitivement de toute spiritualité, voire de l'essence divine. C'est eux les gérants de cette pensée unique qui forment les soi-disant scientifiques qui font bien tourner la machine de cette science classique en mal de repère, ce qui fait d'elle une science sans conscience. Ce n'est que normal de constater que le monde évolue depuis lors dans une sphère dont seul l'abrutissement du genre humain serait plus intéressant. À ce point de vue, il n'est que normal de parler de modernisme sans en savoir grand-chose. Tout tourne autour de l'intérêt personnel à plus d'un titre, ce qui est valable pour chacun d'entre eux, qui importe pour tout le monde. S'il s'agit là d'une attitude qui nous engouffre dans le labyrinthe de la médiocrité relationnelle avec pour mot d'ordre chacun s'assoit au mépris des autres et Dieu le pousse. Un comportement qui s'affiche comme garantissant inversement cette élocution, chacun pour soi, Dieu pour tous. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'envoyer vos messages via les numéros qui sont au bas de votre petit écran. Alors, professeur, qu'est-ce que vous appelez normes scientifiques? Alors, les normes scientifiques, c'est ce que nous entendons dire tout le temps. C'est-à-dire que les gens sont restés quelque part, ils ont décidé que si on mange comme ça, c'est scientifique. Oui. Si on boit comme ça, c'est scientifique. Si on ne boit pas comme ça, là, c'est non scientifique. Donc, si on veut se soigner, c'est seulement le médicament qu'on a fait qui sont scientifiques. Si vous faites vos choses, sachez que c'est archaïque, c'est non scientifique, c'est toxique, en fait, c'est tout sauf quelque chose à consommer. Alors, donc, c'est une imposition d'une idée. C'est-à-dire, les gens veulent qu'on fasse ce qu'ils veulent et ils ne mettent pas en cause que ce qu'ils veulent n'est pas toujours vrai. Bien que les sachant. Parce que, en fait, les vidéos qui sont dans les YouTube, les sites internet qu'on est en train de fermer parce que j'ai fait état de certaines recherches, qu'il fallait aller par exemple sur des sites comme les additifs alimentaires, qui relevaient la face cachée de l'alimentation transformée. C'est fermé, ça ne passe plus. Bon, je crois qu'on va fermer tout. Mais les gens, qu'on ferme tout ou pas, l'éveil est déjà là. On ne peut pas changer. Il ne fallait pas créer Internet du tout. Parce qu'actuellement, même si on fermait Internet complètement, qu'il n'y a plus le net, il y aura que les gens ont déjà compris. Parce que la preuve, avec le Covid-19, les gens ont compris que lorsqu'il y a une situation calamiteuse dans le domaine médical, c'est la panique générale. Et cette panique commence par le corps médical, qui est supposé être les personnes qui devraient protéger la population par rapport aux maladies. Alors, non seulement eux-mêmes, ils meurent de ces maladies, pareil, parce que répondant au même sort karmique, mais ils sont les plus peureux. Alors, résultat,
la science appliquée ne s'applique que sur des données soi-disant normes scientifiques. Elle ne se révèle pas, c'est-à-dire elle ne donne pas la chance à la personne qui se dit scientifique de s'auto-identifier comme scientifique et de redimensionner son cerveau au-delà de ce qu'on a mis dans ce cerveau-là et qui fait l'objet de son formatage. Alors, résultat, nous avons la panique générale. Et cette panique fait donc que, quand on dit normes, les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui te dit, il faut conduire à droite. Bon, pour ce qui est de la route, c'est normal, parce que si tu conduis à gauche, alors que tout le monde conduit à droite, il y aura obstacle. Mais quel obstacle y a-t-il pour un pygmée qui ne se fait pas vacciner? Parce qu'on ne sait même pas où il se trouve pour le vacciner. Mais qui vit bien avec sa famille. Quel obstacle y a-t-il pour un pygmée qui n'a jamais eu le diabète, l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, qui ne boit pas de médicaments et qui vit dans notre monde d'aujourd'hui? Quel obstacle y a-t-il de quelqu'un qui fait dans la médecine alternative et qui a sa petite famille, qui vivent en ville et ne boivent pas de médicaments, n'ont aucun problème de perfusion et de tout, et vivent quand même? Quel obstacle y a-t-il? S'ils observent les lois de la nature, s'ils respectent ces lois au point de ne pas avoir des difficultés de dégradation fonctionnelle qui entraîneraient un taux d'acidité trop élevé. Avec l'acidose respiratoire, on développe des problèmes respiratoires, l'acidose métabolique, ça va dans tous les sens. Lorsqu'on a rejeté tout ce qu'on propose qui ne sert à rien, les boissons qui ne servent à rien, parce qu'il y a eu un temps, d'autres émissions, on a essayé de prouver par A plus B que les sulfites qu'on met dans le vin sont déjà mis en cause. Alors qu'avant, on nous disait que le vin, c'est les apéritifs, je bois mon petit vin. Bon, c'est-à-dire qu'on veut s'européaniser. Et là, moi, je pose la question, quand est-ce que l'Européen va donc prendre les choses des Africains en compte, que tu restes comme ça, il te dit, je bois le vin blanc, donc le vin de raffia, le vin de palme, chez lui. Parce que même à les transformer, de manière à les rendre accessibles à tout le monde. Mais ça ne sera jamais acheté par ces gens-là, parce que tout de ce que nous faisons rencontre le mépris. Bon, pourquoi? Parce qu'on les a enseignés, au cours des éditions aussi, on les a enseignés qu'ils sont de la race supérieure. Leurs grands-parents ont dit ça à leurs parents leur disent ça, jusqu'aujourd'hui, ils cherchent toujours à nous voir du bas. Alors, ce qui n'est pas normal, il n'y a pas une race par rapport à la couleur, il y a une race par rapport à l'être humain que nous sommes. La couleur, c'est la diversification des êtres humains, c'est-à-dire, c'est question de diversité. C'est comme l'arc-en-ciel. Sa beauté part du fait d'arborer beaucoup de couleurs. Voilà. Mais professeur, une fois le système immunitaire touché, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le vaccin? Parce que les médecins disent que le vaccin est important. Vous, naturopathe, vous êtes contre ça. Vous allez prendre l'exemple de nos frères, les pygmées qui ne se vaccinent pas, ceux du Nord qui ne se vaccinent pas. Comment faire donc pour contourner cela? Bon, alors, lorsque votre système immunitaire est attaqué, là, il faut un vaccin. Je ne sais pas. Attaquer comment? Attaquer que c'est prouvé. Pas qu'on t'a vacciné pour détruire ton système immunitaire. Donc là, tu rentres dans le sillage de ce qui se passerait d'un fumeur de cigarettes, de la dépendance au vaccin. Voilà, parce que c'est comme la dépendance aux médicaments. Il y a des gens, s'ils ne prennent pas le paracétamol, ces maux de tête ne finiront jamais. Mais il ne guérira jamais de ces maux de tête. Il va jusqu'à faire des migraines
qui vont devenir cancéreuses, de manière à se faire opérer de la tête à cause des maux de tête, pourtant soignés régulièrement à l'aide des médicaments. Alors, donc là, cet état de choses, c'est la fragilisation du système immunitaire qui passe par le biais des choses non biodégradables qui font partie de l'excipient des médicaments dans sa composition, au-delà du principe actif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on est à cette situation, on doit faire un retour aux sources. N'en déplaise aux trop modernes diplomates africains qui pensent qu'un retour aux sources, c'est rentrer dans la vie acariâtre. Bon, mais je me pose la question. Tu vas faire donc la part des choses comment? En mélangeant de l'eau à l'huile pour obtenir quelle composition homogène. Parce que c'est dans l'homogénéité que le retour aux sources, qui passe par le retour aux sources, que le système immunitaire peut se retrouver à reprendre surface. Il faut que les gens comprennent bien. Nous sommes en métaphysique. Nous ne sommes pas en train de critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Oui. Mais nous sommes quand même regardants parce que, apparemment, le système des choses, qui se veut mondial, ne s'occupe pas de la pureté de la vie. Ne s'occupe pas de la vie. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la vie. Parce que si on savait que c'est que la vie, on allait amplifier la formation des biologistes qui, eux, ils ont le B.A.B.A. nécessaire pour permettant la connaissance de la cellule. Contrairement aux pathologistes qui, eux, ils sont là seulement pour attaquer les maladies. C'est les biologistes qui devraient s'occuper de la santé. Les médecins devraient s'occuper de la médecine, parce que la santé et la médecine, c'est deux choses différentes. Bon, mais c'est une confusion qui s'impose. Donc, du point de vue métaphysique, vous ne pouvez pas prier et retrouver votre immunité. C'est faux. Sinon, on sait que les prêtres ne meurent pas du diabète et de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, par la grande bouffe. Ah mais non. Mais pourtant, ils prient tous les jours, peut-être 20 fois par semaine, ils ont les messes. Bon, en temps d'épidémie, il y a un prélat qui s'est proclamé publiquement naturopathe. Voilà. Il ne s'est pas proclamé, disons, quelqu'un qui prie, donc qui prie pour avoir la grâce de Dieu sur les malades. Non. Donc il y a un problème. C'est-à-dire, il faut que fondamentalement, que cela soit des choses que les gens se posent des questions. C'est ça l'intelligence. L'intelligence conduit vers la raison, à travers le raisonnement. Le manque d'intelligence ramène l'homme à son niveau d'apprenant, qui est toujours en train de dire à l'école, on nous a dit que. Ah non! Lorsque tu es intelligent, tu sais que 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire une chose ajoutée à l'autre, c'est une chose. Tu ne vas pas dire 1 plus 1 égale 2. Tu vas dire 1 et 1 égale 2. Alors, si tu as un enfant, je dis ça tout le temps et je répète, si tu as un enfant qui te fait réfléchir tous les soirs lorsque tu essaies de le répéter, par des conneries comme ça, qu'il dit 1 plus 1 égale 1, alors commence à savoir que le programme scolaire ne va pas aller avec son cerveau. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant qu'on peut formater facilement. Parce que l'école, c'est pour le formatage. Ce formatage-là a une publicité. C'est que sans l'école, tu ne deviens rien. C'est ça, sa publicité. Bon, mais maintenant, quand tu fais l'école et que tu es en chômage, d'aucuns viennent nous voir pour le porte-monnaie. Bon, parce qu'il est fatigué de chômer. Comme nous, on a fait une émission parlant de porte-monnaie, oubliant que nous avons plus mis l'accent sur le porte-monnaie spirituel, qui n'est pas un porte-monnaie qui pond l'argent, qui accouche des sommes faramineuses chaque jour ou périodiquement. Non. C'est destiné pour les gens qui sont
en activité et qui ont des petits blocages. Parce que nous restons dans la logique de la pureté de la vie. Voilà. D'accord. Peut-on trouver un sens spirituel dans la consommation de certains alcools? Non. Et des boissons telles que le vin blanc? Non. Écoute, l'homme doit obéir à Dieu. Maintenant Dieu est où? C'est ça. On nous dit qu'on a été créé par Dieu. Mais on ne nous dit pas où se trouve ce Dieu-là. On nous dit seulement prions, faisons du bien. Hein? Un peu de la morale, en fait. Parce qu'on doit bénéficier de la grâce de Dieu d'abord au cours de notre vie. Et qu'en bénéficiant de cette grâce de Dieu, on doit être reconnaissant. De deux, que par le fait de reconnaître, par exemple, Jésus comme le Fils de Dieu, et d'en croire, on va aller au paradis. Bon, alors, mais qui veut voyager loin, aménager sa monture? Tu vas aller au paradis en mourant, tu meurs du diabète. Tu vas aller au paradis en mourant, tu meurs de cancer. Et tu ne meurs pas du cancer à cause de ta faute. Non, à cause de la faute des gens qui sont même venus avec Dieu là, qui ont donné un environnement de prospérité économique à leur faveur. C'est-à-dire qu'ils ont disloqué leur marché pour le chez nous, où on diabolisait le bâton de manioc à la faveur du pain, qui est un aliment complet. Pendant ce temps, le bâton de manioc, ça donne le quasi-corps, et puis c'est un musicien, en mal de culture générale, chante colon, le bâton de manioc donne le quasi-corps et tout. Donc, fait l'apanage de cette publicité. Alors, ces gens, ils viennent avec le lait. Tu dois boire le lait, tu ne peux plus boire même la tisane qui est à base de la citronnelle. Non, tu bois le lait, tu es moderne. C'est-à-dire que, alors tout cela, tu bois les boissons qu'on appelle les jus. On ne sait pas de quel arbre ça sort, mais c'est les jus. Pourtant, c'est le colorant et du sucre. Très dangereux pour ta santé. Tu bois donc le vin. Maintenant, lorsque tu as mis en mal le fonctionnement de ton organisme, je le dis sincèrement et je le soutiens. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, même dans la Bible, Jésus a jeûné quand il s'est préparé à atteindre un certain niveau de sa mission. Ce n'est pas pour rien que religieusement le jeûne est souvent recommandé. C'est pour priver le corps de tout ce qui empêche à ce que ce qui est de sa double dimension ne puisse pas s'exprimer. Parce que lorsque tu manges, tu ne nourris pas que le corps physique, mais tu nourris le corps dans sa globalité. Le corps astral, le corps causal, le corps mental, le corps, la double éthérique et le corps physique. Tout cela est touché. C'est comme quand tu manges mal, tu perturbes le système immunitaire. Parce que tu perturbes le fonctionnement du système nerveux. D'abord, en quelque sorte. Puisque lorsque on a mangé, la nourriture doit être transformée et le système de captage des particules qui doivent être dans le sang n'est ouvert que si ce que tu as mangé est accessible ou peut adhérer à ce système. Maintenant, si c'est que c'est en de trop, ça va provoquer une situation de masse, de kyste, de fibrome, de plein de choses. Au bout d'un moment, il faut qu'on t'opère. Bon, maintenant, le système immunitaire, lui, il vit d'un liquide distillé. Parce que, en fait, apparemment, sauf si je me trompe de ce que je suis en train de dire, le sang ne circule pas dans le système immunitaire comme ça circule partout dans le corps. Et il y a au niveau de la zone de la colonne vertébrale des ganglions qui filtrent le sang et qui ne passent à l'intérieur de la moelle épinière que
un liquide fluidique. Et cela se passe beaucoup plus dans la nuit qu'en journée. Alors, un mauvais lit, un mauvais matelas pose un problème de santé. Hein? Il y a plein de trucs qu'on ne nous dit pas. Il y a plein de choses qu'on ne nous a pas dit à l'école. Mais nous sommes là de toute façon tout le temps à dire qu'à l'école, on a dit que. Un mauvais lit, un mauvais matelas. Et puis, comment tu vas faire la spiritualité? Parce que les gens attendent, depuis qu'on a commencé ces éditions concernant l'occulte de la méditation, oui. Les gens attendent les recettes de la méditation. Ils ne comprennent pas la démarche que nous sommes en train de faire. Qu'il faut dire ceci. On ne peut pas faire la méditation comme la prière. La méditation obéit à certaines règles qui vous propulsent. Donc, c'est-à-dire, elle vous propulse, elle vous met sur le chemin de la spiritualité parce que derrière ça, vous vous divinisez. Voilà. Et professeur, c'est quoi pour vous un bon lit? Un bon lit est un lit qui permet à la colonne vertébrale de bien fonctionner dans la nuit. Donc, il ne faut pas que le matelas soit d'une mousse où on s'est plongé dedans comme si on était dans un lac. D'accord. Est-ce que... Bon, par exemple, un bon lit, c'est dormir à même le sol. C'est un bon lit. Parce que longtemps avant, l'homme n'avait pas les lits. Hein? Bon, les lits sont venus pour les besoins commerciaux. Bon, maintenant, il faut donc avoir des mousses qui sont rigides, qui permettent à ce que tu sois sur le lit comme si tu étais à même le sol. Avec une différence que peut-être le sol va te faire mal, mais la mousse là ne va pas te faire mal au corps, puisque tu n'es pas habitué à dormir à même le sol. Voilà. D'accord. Est-ce que tout être humain est spirituel? Oui. Alors, oui, vas-y. Alors, si tout être humain est spirituel, professeur, dans ce cas, comment comprendre dans tout ce qui se passe de négatif autour de nous? Pourquoi certaines personnes ont ce côté donc spirituel élevé et d'autres pas? Bon, alors donc, on recommence. Tout être humain est spirituel. C'est-à-dire, ici on prend le mot spirituel comme la double dimension ou des multiples dimensions de l'homme. Parce que quand on dit spirituel, il y a le spirit, donc ce qu'on ne voit pas. Et là, derrière ça, il y a ce qu'on... Non, devant ça, il y a ce qu'on voit dans notre corps. Oui. Alors maintenant, moi je dis, je soutiens que on n'est pas spirituel par le simple biais parce qu'on a une double dimension. Et qu'on se contente. Parce qu'en fait, le but de l'être humain, ce n'est pas la spiritualité. Le but, c'est la divinité. L'homme doit se diviniser, il doit devenir Dieu. Du moins, il est Dieu. Il doit découvrir son identité de Dieu. Parce qu'il est Dieu déjà. Bon. Mais tant qu'il ne découvre pas son identité, c'est-à-dire l'aspect identitaire de sa nature, alors il ne pourra pas mieux utiliser des voies spirituelles qui sont à sa disposition. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hein. Oui, professeur. Voilà. D'accord. Et comment faire face sereinement et en toute responsabilité à cette pandémie? Alors moi, je crois que la première chose, c'est que on doit adopter désormais, la pandémie là a une grande leçon à nous enseigner. C'est qu'on ne doit pas nous mettre dans le registre des mondains. Parce que sinon, on aura les mêmes réponses que tous les mondains en cas de pépins. On doit rester dans le registre des gens qui sont dans le monde pour accomplir certaines missions. Parce que quand on est mondain, on n'est pas différent de l'autre mondain. Peut-être la seule chance qu'on peut avoir, c'est que l'autre a trop mis le pied sur l'accélérateur du mondainisme. Moins que vous. On doit prendre conscience de notre existence. Dans ce sens que on doit se poser la question, on existe pourquoi? C'est ça. Parce que quelqu'un dit, ma vie c'est ma vie.
Mais il existe. Parce que la vie, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Et la vie en nous, c'est Dieu. Et Dieu là est caché en nous. Alors on le cherchait. On ne le fait pas. On parlait de ma vie. Quelle vie? Tu existes. C'est tout. Et dans l'existence, il y a la subsistance. C'est-à-dire que toi, tu n'existes même pas. Parce que tu ne prends même pas conscience du bienfait d'exister. Tu subsistes. Exister ne veut pas dire bien manger. Et que subsister est le manque d'argent, le manque de nourriture. Donc, je subsiste. Non. C'est de manger ce qui est utile au corps. C'est ce que nous avons toujours dit au cours de ces émissions, de cette émission à travers plusieurs de nos thèmes, que les besoins naturels du corps seuls sont des besoins valables. Les besoins secondaires rentrent dans le cadre des désirs. C'est tout. Il ne faut pas confondre les désirs aux besoins. Voilà. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons passer à la réflexion et évocation. Et derrière cela, nous allons prendre vos SMS. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sendt et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement, c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir que elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de Monsieur Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés
pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion? Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie, et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. D'accord, donc sur ce plateau, professeur, un commentaire par rapport à ces réflexions? Mais le commentaire, c'est que cette réflexion termine en parlant des problèmes de contagion, en parlant même de contagion, les virus et tout, qui nous remplissent les oreilles. Parce que c'est comme quand le sida est arrivé, si d'autres sont venus très rapidement dire qu'ils ont découvert le remède du sida. Et puis, les gens qui ont fabriqué le sida de toutes pièces, sachant que ce n'est pas une maladie qu'on peut trouver le remède parce que c'est en fait un empoisonnement de gens, ils riaient. Oh, c'est comme ça aussi Covid. Ça fait rire les gens qui font des recherches, qui ne sont pas dans la pharmacopée, dans l'automatisme de la pharmacopée. Parce que dans le domaine de la santé, on est obligé de lire la santé. Lire la santé consiste à voir la dégradation du système fonctionnel, du système immunitaire, la dégradation du soufflet de vie, la dégradation de tout ce qu'il y a comme fonction vitale. C'est ça qu'on lit. On ne lit pas les microbes, on ne lit pas les virus, on ne lit pas les bactéries dans un sens de la contamination et tout.
Parce que en fait, on est étonné que pendant que les autres utilisent les batteries d'antibiotiques, toi tu donnes un petit truc à quelqu'un. Soit tu lui fais aspirer des essences de citron, d'eucalyptus, dans un bocal chargé de la vapeur, parce que le liquide étant chauffé, il respire ça, il n'y a plus de bactéries. Parce qu'il est prouvé que ces bêtes-là vivent en nous et ne deviennent nuisibles que quand ça atteint un certain taux. C'est comme les streptocoques et les staphylocoques. Ça fait partie des globules blancs. Bon, donc, le problème de la médecine, c'est que la médecine est entrée entre les mains des imposteurs, des plagiaires, des menteurs. Et ça a permis qu'il y ait beaucoup d'argent. C'est aujourd'hui une affaire de sous. Ce n'est pas une affaire humanitaire. C'est ça que l'élément là essaie de ressortir. C'est tout. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, SMS et... Ouais, SOS. Voilà. SOS, voilà. SMS, voilà. Désolée. Voilà. Alors, on a ce message de Diane. Bonsoir, professeur. Peut-on contourner un karma? Non. On ne peut pas contourner le karma. On peut améliorer son karma. J'entends par améliorer parce que, regarde, quand on parlait karma là aujourd'hui, on parlait du karma dans le sens négatif. Bon, mais il y a le karma positif. Tu ne vas pas me dire qu'une personne qui est née d'un président de la République, qui parfois, ce dernier n'est même pas son père, ou alors il est son père ou pas, mais qui bénéficie de tous les biens sur le plan matériel, c'est-à-dire il n'a jamais manqué de rien, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir tout ce qu'il a. Bon, parce que l'école, c'est l'affaire des pauvres. C'est les enfants des pauvres qui ont besoin de l'école. Les enfants des riches, tu n'as pas besoin de l'école. Tu ne peux avoir besoin de l'école que si peut-être ton père a besoin d'un gestionnaire et qu'il te mette dans une école de gestion pour que tu sois quelqu'un qui va l'assister ou bien qui va l'aider à gérer ces choses. Bon, mais alors donc, le karma n'est pas forcément contournable. Tu craches en l'air, ça retombe sur ta face. Si ça ne retombe pas au cours de cette vie, ça va retomber au cours de l'autre vie. Ceux qui font des choses aujourd'hui attendant qu'un jour ils iront au paradis, ou bien, comme ils ne savent pas si le paradis ou l'enfer existe, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi, ils tuent les gens, ils font tout ce qui les intéresse à faire. Alors qu'ils sachent que le moment venu, ils peuvent naître lépreux, ils peuvent naître d'une infirmité non qualifiable. Ils peuvent avoir des handicaps qui fait que au cours de la vie de l'autre incarnation, que ça soit une manière où les lois de la nature se martèlent sur lui, afin qu'il puisse vivre les misères qu'il insultait les autres avec. Donc, il ne faut jamais cracher en l'air, croyant que ça va tomber sur quelqu'un. Voilà. D'accord. Comment c'est possible que dans le cadre de la métaphysique, on est tous égaux alors que nous sommes des énergies différentes? C'est Bergelin depuis le quartier qui nous envoie ce message. Alors, c'est pas un problème d'énergie. Je ne sais pas qu'est-ce que il dit. C'est un problème de... Comment je peux expliquer ça? Comme on dit souvent que nous tous, nous sommes censés avoir le même corps physique, mais nous n'avons pas la même réponse fonctionnelle par rapport à une maladie, par rapport aux médicaments. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on met une perfusion, on met à tout le monde. Quand il faut l'antibiotique, on donne ça à tout le monde. Bon. Donc, je voudrais que je sois d'accord avec lui d'abord déjà, qu'il comprenne que je suis d'accord avec lui. Nous sommes d'énergies différentes, comme il dit. Donc, ça veut dire que nous fonctionnons différemment. D'abord, nous n'avons pas le même cerveau.
nous n'avons pas le même cœur. Il y en a qui n'ont que le cerveau, ils n'ont pas le cœur. Bon, donc quand il se passe un problème qui est de nature à faire mal au cœur chez certains, lui, puisqu'il ne vit que de son cerveau, il est indifférent. Parce qu'il va dire, mais attends, de quoi je me mêle, ça ne me concerne pas. Bon. Oh. Alors, c'est ça l'utilisation du cerveau. En utilisant le cœur en même temps, on est donc dans la logique d'être différent de l'autre qui n'utilise que le cerveau. Donc, je suis d'accord avec lui. Mais sauf que le problème n'est pas situé à ce niveau parce que c'est un niveau qu'on imagine, mais qu'on ne peut pas apprécier. On ne peut pas savoir jusqu'où moi qui parle là. Je suis spirituellement concerné par les choses que je dis. On ne peut pas savoir. Hein? C'est comme on ne peut pas savoir jusqu'où le prêtre applique ou s'applique par rapport à la morale de la Bible. Okay. Auquel cas il va te dire, bon, ok, faites ce que je vous demande, ne regardez pas ce que je fais. Voilà. D'accord. Vous dites que l'Afrique subit un karma actuellement, c'est pourquoi elle subit toute forme d'émulation. Dites-moi ce karma vient de quoi et de qui? Merci pour les enseignements, c'est Rodrigue. Bon, mais je ne sais pas, l'Afrique a d'abord un karma collectif, parce que si Covid est vraiment vrai, de manière à ce que les concernés qui ont subi, donc qui ont décédé de cette pandémie, que cela soit vrai, ça veut dire que ils ont répondu aux mêmes vibrations qui ont touché les gens ailleurs. Bon, mais maintenant, ce n'est pas le problème du karma d'Afrique se situe ailleurs. Prenons par exemple le cas du Cameroun. Pendant la guerre de l'indépendance, parce que en Afrique subsaharienne, le Cameroun est particulièrement le pays qui a fait la guerre à la France, en dehors de l'île Madagascar, quelque chose comme ça. Oui. Bon, je ne suis pas historien. Bon. Alors, maintenant, il y a eu de la traîtrise. Il y en a eu qui, pendant qu'on cherchait à être indépendant, parce que, à être libéré, parce qu'on était toujours, l'être humain a été toujours indépendant, on était indépendant avant. Mais pendant qu'il y a eu une occupation, une agression, quelque part, pendant que nous voulons sortir de cette agression, de cette occupation, d'autres s'y plaisaient dedans. C'est comme il peut y avoir une guerre où les militaires peuvent dire que bon, cette guerre ne doit pas finir parce que ça nous intéresse de gagner grâce à la guerre un certain certaines primes, par exemple. On ne sait jamais. Bon, alors c'est la même chose que pendant que les uns et les autres disaient que qu'on nous laisse tranquilles, que les gens, les occupants partaient chez eux. D'autres disaient non, on veut que nous soyons avec eux. Parce qu'il y avait un autre problème, un problème de leadership. Bon. Lorsque toi tu parlais avec ces colons-là, directement, celui qui n'arrive pas à parler avec eux est jaloux. Donc il y avait plein de choses. Et tout cela fait en sorte que lorsque quelqu'un lutte pour vous, hein, et qu'il meurt, ou qu'il meurt à cause de vous, ou qu'il en meurt à cause de cette lutte-là. Peut-être qu'il n'est pas mort à cause de vous. Ce n'est pas vous qui l'avez trahi à mourir. C'est la mort de circonstance. Oui. C'est que le rapport de force n'étant pas là, et à vouloir toucher la haute tension avec les mains, ça t'électrocute. La haute tension, c'est qui? C'est la lourdeur de l'armement qui s'abat sur des gens qui font une revendication normale et qu'on vient les tuer. Alors, ces gens-là, qui dans la revendication, pour le peu qu'ils sont sincères, et les gens qui n'ont pas apporté un concours, soit ils étaient indifférents,
soit ils étaient des traîtres. Un karma s'abat, pas seulement pour ces gens-là, mais pour l'ensemble du territoire, parce que, en fait, le problème, c'est que la lutte était pour le territoire. La lutte n'était pas pour un groupe de personnes. Donc, c'est ce karma-là que l'Afrique connaît aujourd'hui. Hein? Il y a plein de choses, plein de traîtrises, beaucoup de choses qui se sont passées. En dehors des hégémonies, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu la race noire qui a mené son temps, son époque. Il y a eu la race blanc aryenne aujourd'hui, la race rouge qui n'existe même plus, en quelque sorte. Bon, donc, c'est autant de choses. D'accord. Le travail du patriarche est bon. Revenir à nos valeurs est nécessaire, mais c'est un chantier vaste. Si la tradition s'enferme dans le retournisme à tout va, personne ne suivra. Dieu n'est pas la religion. La morale est incomplet. Jésus n'est pas blanc. Il s'est sacrifié pour tous, pour qu'on domine et que nous ressuscitions. C'est une contribution, professeur. Bon, une contribution qui nécessite un commentaire. Oui. C'est les assimiler. Et c'est pas qui est Jésus. Il ne connaît pas l'histoire de Jésus. Jésus luttait contre l'impérialisme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Au moment où il vivait, il n'était pas Dieu. C'est lorsque son discours a puissamment évolué et a très très mal dérangé Rome. Qu'en l'an 64, Néron Ier a décidé de mettre sur pied des mécanismes contre Jésus, hein, et tout ce qui parlait de Jésus. On a tué des gens. C'est à partir de 300, je ne sais pas, 21 ou quoi, lorsque Constantin Ier prend le pouvoir et gagne une guerre en utilisant des symboles, hein, du christianisme traditionnel de l'époque. C'est là que l'Église, du moins le christianisme, devient une Église d'État. C'est à partir de là que Jésus devient donc le Fils de Dieu. Donc, alors, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires qu'on ne connaît pas le début ni la fin. J'ai bien aimé son message, mais il faut qu'il étudie encore ce qu'il va dire prochainement, parce que ce qu'il a dit là, c'est enfantin. D'accord. Voilà. Bonsoir le monde invisible. Est-ce qu'on peut changer son karma? Non. Je pense qu'on peut s'améliorer pour qu'on n'ait plus à endosser un karma négatif. Parce qu'il y a le karma positif et il y a le karma négatif. Le karma ne veut pas dire être assis sur la braise seulement. Il y a le karma qu'on est aussi assis dans le Mercedes. D'accord. Bonsoir professeur. Je voudrais s'il vous plaît que vous nous reparliez du test d'affinité. Alors l'affinité, c'est quelque chose qui concerne le nom complet d'un individu, le nom, la date de naissance exacte, c'est-à-dire nom complet d'un individu, la date de naissance exacte, et le nom complet d'un autre individu, sa date de naissance exacte, et la première année de naissance et de rencontre, pour ce qui est de l'affinité concernant les couples. Mais l'affinité n'est pas que du côté des couples. En faisant son entreprise, on doit donner la date de naissance à l'entreprise, le nom commercial qui est le nom, et puis maintenant, prendre les dates de naissance et les noms des personnes cadres de cette entreprise à l'embauche. Et voir si ces personnes-là peuvent aider à ce que, par affinité, que la productivité puisse amener à ce que la société qu'on vient de créer puisse grandir. D'accord. Et évoluer normalement dans le monde des affaires. Bonsoir professeur, je vous salue de façon sincère parce qu'à chaque fois que je vous écoute, j'ai envie de pleurer. Car l'Afrique est mal partie et qu'on vous regrettera un jour. Diokem Daniel depuis Yaoundé. Merci. Bonsoir professeur. S'il vous plaît, dites-nous comment faire pour vous rencontrer. Alors, ce numéro, utilisez ça hors antenne. On vous donnera mon numéro. D'accord.
Bonsoir, professeur. Je m'appelle John. S'il vous plaît, comment faire pour avoir une fille? Comme enfant. Oui, comme enfant. Bon, alors le principe, je vais les donner, hein, parce que ce principe-là, je l'ai utilisé moi. J'ai fait des garçons quand je voulais, j'ai fait une fille quand je voulais. Bon, je ne sais pas si ça va aller avec la personne qui pose cette question, mais je l'ai conseillé à beaucoup de gens et ça a marché. D'accord. Et des jeunes filles qui, après avoir fait plusieurs enfants, garçons, non filles, voulant un garçon, sont venus me voir. C'est que la lune montante, c'est-à-dire la lune noire, lorsque la lune a disparu, on ne voit plus la lune. Après un temps, on voit la lune qui a formé un petit C, bon, qui apparaît. De cette période jusqu'à la pleine lune. Alors, il vaut mieux qu'on cherche le garçon à cette période. Toutefois, votre épouse ou votre petite amie est en période d'ovulation pendant cette période-là. Alors, de même, lorsque ça passe de l'autre côté dans la lune ascendante, vous pouvez déjà chercher une fille. Ça a marché chez certaines personnes. Comme l'ami qui disait tout à l'heure que chacun a ses vibrations, sauf qu'à contraire, moi, je n'ai pas échoué avec ça. Certaines personnes dont j'ai conseillé à faire la même chose n'ont pas échoué. Là, ce n'est pas la magie. C'est juste une manière de savoir qu'il existait des vibrations tendant à amener à obtenir certaines choses à une période et des vibrations tendant à obtenir d'autres choses à une autre période. Et ces vibrations se font dans un cadre cosmique, c'est-à-dire de l'univers, de l'utilisation de la connaissance de l'univers. Donc voilà une des recettes que je peux donc donner comme ça. D'accord. En attendant, peut-être faire aussi le test d'affinité. Oui, peut-être. Voilà. Bon, c'est possible. Savoir s'ils sont compatibles, peut-être. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont donc pas la coïncidence de l'ovulation pendant la montée de la Lune. Jamais. Bon, mais il faut surveiller ça tout le long de l'année, à chaque fois que madame règle. D'accord. Voilà. Bonne analyse du guide. Je souhaite vivement avoir le numéro de Mbombo. S'il vous plaît, Franck. Il appelle hors antenne ou bien on va lui donner la réponse par SMS. Voilà. Parce que je ne veux pas qu'on prenne mon numéro comme ça à l'antenne. Je ne veux pas dormir. D'accord. Parce que les gens appellent, font le WhatsApp et tout. Finalement, je ne travaille même plus. D'accord. Papa, je suis de tout cœur avec vous. Ça fait vraiment mal de voir cette perte. Bonsoir, professeur. C'est une contribution d'un téléspectateur. Bonsoir, professeur. Vous êtes un génie de l'Afrique. Je vous remercie. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Comment faire pour avoir vos enseignements? Bon, alors, appelez hors antenne. Parce que vous avez déjà ça à la télé. Bon, mais peut-être que vous pouvez savoir ça autrement. Voilà. Mais ça, il faut appeler hors antenne. D'accord. Bonsoir, professeur. Quelle est la différence entre le spirituel et le génie? Alors, le génie, c'est toujours le spirituel. Hein? Parce que le génie n'est pas celui qui a le bac à 10 ans ou à 11 ans. Hein? C'est l'automate. Il est génie à rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le système scolaire? C'est un programme. Et ce programme a pour quel but? De formater les cerveaux des gens, de les mettre dans un sillage de la reconnaissance de la valeur d'une hégémonie. Donc quand j'entends les gens dire mon enfant a eu le bac à 11 ans, d'abord c'est quel genre de bac ça? 11 ans. Qui n'est même pas mature au niveau de son cerveau. Donc il récite. C'est comme les gens à l'époque, il fallait coraniser. Hein? Bon, coraniser venait du mot Coran. Bon. Alors, je pense que le génie, c'est quelqu'un qui fait des choses qu'on ne sait pas d'où il a appris ça. Et là, ça revient de son passé, qu'on peut dire de son incarnation ou de ses incarnations. Donc, ça veut dire que c'est une vieille âme. Parce que tout à l'heure même, j'ai omis à expliquer à notre ami qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés au monde aujourd'hui. Hein?
nous tous, nous ne sommes pas arrivés au monde le même jour. C'est comme la naissance même déjà, au cours de cette existence. Il y en a qui naissent en janvier d'une année, l'autre va naître l'année prochaine, du même ventre. Donc tu es l'aîné. Et c'est la même chose dans l'échiquier de l'humanité où il y a des gens qui sont nés plusieurs fois, qui étaient là quand Jésus était là. Bon, et il y a une évidence que Jésus est revenu, personne ne l'a connu. Et c'est écrit dans la Bible que quand je reviendrai, personne ne me connaîtra. Comme c'est l'amalgame des choses, de ce qu'on entend littérairement et de ce qu'on doit entendre occultement, alors finalement on ne comprend rien. En Syrie, la guerre de la Syrie, c'était à cause de l'arrivée de Jésus. Ça finit jamais parce qu'il faudra qu'il atteigne un certain âge. Bon, c'est des choses, moi je ne dis pas souvent à l'antenne, mais je le dis comme ça. Aujourd'hui, ça me prend en mal. Bon, je l'ai dit. Mais si aujourd'hui Jésus se présente comme ça, que me voici Jésus, c'est Rome qui va le tuer le premier. Parce qu'il vient prendre la place du pape. D'accord. Et les chrétiens sont là en train de dire Baba Jésus. Vous savez que Jésus c'est qui? Mais professeur, Jésus a opéré des miracles. Quand Jésus naît en Égypte, et quand Jésus naît, il y a eu mouvement. On était obligé de fuir avec lui en Égypte. Quand il naît en Syrie récemment, on a fui avec lui quelque part. Ce n'est pas moi qui suis là pour aller dire où c'est. C'est tout. Il naît 2 fois, je n'ai pas bien suivi. Mais Jésus a réincarné. C'est ça que les chrétiens acceptent ça ou qui n'acceptent pas, c'est leur problème. Ils sont dans l'empirisme et ils parlent du modernisme. Le monde des Blancs, c'est le monde de l'empirisme. Mais ils parlent de médecine moderne alors qu'on accuse des microbes comme à l'époque ancienne où on accusait le voisin, on accuse le moustique pour le paludisme, qui est le voisin du carnivore, de M. X ou M. Y ou de telle famille. C'est comme ça qu'avant, on accusait aussi le voisin qui est sorcier là à côté. Bon, c'est l'empirisme, c'est pas moderne. Mais professeur... Mais parce qu'on met, c'est-à-dire, on embellit, on met le vernis et tout, on dit médecine moderne. Mais oh, vraiment. Le moustique ne cause pas le palu, alors? Ah non, mais si ça ne cause? cause pas le palu, on nous a dit ça. Quelle est la cause alors du palu? Le moustique, on nous a dit que ça cause le palu. Ce n'est pas le débat, c'est ça. Non, professeur, sur le plan métaphysique, professeur, ça peut aider beaucoup de gens. Mais non, on en parlera. Tout ce qu'on a abordé là, on a préparé ça. Le discours du moustique, on ne l'a pas préparé. D'accord. Alors, professeur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un dernier mot? Bon, alors, le dernier mot, c'est que nous sommes heureux de savoir que beaucoup de gens ont suivi, d'autres ont réagi. Et que je crois que on va s'occuper des deux. Bien évidemment, en faisant réponse à certains des messages qui n'ont pas répondu directement comme des SMS à envoyer normalement. Entre-temps, nous restons dans la logique d'épuiser tout ce que nous pouvons avoir à donner pour la purification des gens qui veulent faire la méditation, en profitant des circonstances comme la pandémie qui est dehors et tout, d'en parler, mais sur le plan métaphysique. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Au revoir et à la semaine prochaine à la même heure.